Claudine André, bonjour. Vous êtes fondatrice et présidente de l'association Lolaya Bonobo, littéralement le paradis des bonobos en lingala, l'une des 4 langues nationales congolaises. Tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est ce paradis des bonobos? C'est un centre de réhabilitation des orphelins bonobos dont les parents ont été victimes du trafic de viande de brousse. Comme vous savez, toute l'Afrique centrale subit un peu ce véritable problème et tous les grands singes en subissent de terribles conséquences. Donc c'est un centre qui est dédié à l'accueil de ces orphelins jusqu'à leur retour dans la forêt. Comment en êtes-vous venu à consacrer votre vie à la préservation des bonobos? Ça, je crois que pour expliquer tout ça, il faut peut-être expliquer toute une vie. Non, mais un père vétérinaire. Une grande partie de ma vie vécue au pied des volcans Virunga, dans l'est de la République démocratique du Congo, qui est une merveille de la nature. Et ça explique peut-être un attachement à la nature, tout simplement. Comment se passe la vie dans ce sanctuaire? Bien, c'est un peu au rythme des bonobos, bien sûr. On essaye de leur donner une vie qui ressemble à celle qu'ils auraient encore s'ils étaient avec leur maman dans la forêt. Et les jeunes orphelins bonobos, comme ils n'ont qu'une seule idée, c'est de se laisser mourir quand ils n'ont plus l'affection de leur mère, la première phase de véritable réhabilitation est celle où on les confie à des mamans de substitution, humaines bien sûr, qui leur donnent en fait la facilité de réapprendre à vivre, mais surtout qui leur donne par leur affection l'envie de vivre pour elles, de faire un transfert affectif. Sur place, menez-vous des travaux scientifiques et lesquels? Nous avons des accords avec des grandes universités de par le monde, comme Duke, Harvard, St Andrews et Kyoto, enfin il y en a quelques-unes. Des écoles vétérinaires aussi qui viennent mettre des stagiaires chez nous. Tout ça pour moi, pour donner l'envie aux étudiants congolais de s'intéresser à la biologie, à l'anthropologie. C'est très très important. Donc oui, il se passe beaucoup d'études à Lola, des études d'observation surtout, d'éthologie, de comportement de l'espèce. Quels sont sur place les résultats concrets que vous pouvez observer? Chez moi, il y a une étude qui dure depuis plusieurs années du professeur Brian Hare, qui est professeur à l'université de Duke, qui a commencé chez nous avec une étude de comparaison d'intelligence entre les enfants, les chimpanzés et les bonobos. Il avait commencé cette étude à Leipzig, au zoo de Leipzig, parce qu'il y a des bonobos et des chimpanzés. Et il a fait toute l'étude des enfants là-bas, des enfants de 5 à 6 ans. Et il avait trouvé que les enfants faisaient un résultat de 5 sur 10. Et les bonobos et les chimpanzés ont fait 0 sur 10. Alors il s'est dit non, c'est impossible, c'est pas possible, c'est pas possible. Nous allons aller en dehors d'un zoo parce que la captivité est peut-être un peu pénible pour ces animaux. Donc il a demandé de venir dans un sanctuaire de chimpanzés et chez nous, à Lola et à Bonobo, pour faire ces tests auprès des bonobos du même âge que les enfants. Et là, les tests ont été assez extraordinaires et Benny d'ailleurs, la vedette du film, a fait des résultats incroyables, 9 sur 10, 8 sur 10, c'était vraiment le boom. Et alors a continué une série d'études, des études surtout alors comparatives entre les chimpanzés et les bonobos sur le partage. Les chimpanzés ne sont pas du tout partageurs. Est-ce qu'on peut dire partageurs? Ils ne partagent rien. Les bonobos, ils sont très, très, très différents des chimpanzés. Ils collaborent toujours. Donc, ils ont fait des tas d'études sur le partage, la collaboration. Ce sont des études qui sont en cours. St Andrews nous a envoyé des étudiants plutôt pour le langage, parce que les bonobos ont une trentaine de vocalises que nous connaissons très bien à vivre avec eux tous les jours. Donc, ils sont venus étudier les vocalises des bonobos. C'est-à-dire que vous parvenez à communiquer avec eux? Oui, moi pas par vocalise, moi par mon langage humain, mais eux ils ont des vocalises. Nous savons quand ils font ah, c'est très très bon et des choses. Et il y a même une vocalise qui dit que c'est moi, c'est mon nom. Enfin c'est ce qu'ils pensent que quand par exemple
Lola, c'est une grande forêt avec une montagne. Et quand j'arrive par le bas, les bonobos, s'ils sont sur la canopée, ils me voient. Eh bien, les éco-gardes qui sont avec eux, ils savent, tiens, voilà Claudine qui arrive, et pas quelqu'un d'autre. Ils ont une très longue vocalise, très aiguë, qui correspond à mon nom. Mais d'autres choses, on a une sémendois, une femelle bonobo, qui a une vocalise quand on lui présente une banane. Reste à savoir si c'est le mot banane ou si c'est ce que je préfère. Ça, c'est les scientifiques, vous savez, la science est très précise. Alors la conservation commence par l'éducation, c'est le slogan de votre association. Qui organise, qui chapeaute tous ces travaux sur place? Eh bien, c'est toute une équipe. L'Olaïa Bonobo, c'est pas moi seulement, c'est Piero Mbonzo qui est en charge de toute l'éducation. Et du reste, il fait fort bien puisqu'il a reçu un award du meilleur éducateur environnemental de l'Afrique centrale. C'est vraiment quelqu'un qui prend ça très à cœur. Et puis nous créons aussi des clubs de bonté dans les écoles de la capitale parce que ça ne fait pas vraiment partie de l'éducation d'être bon envers les animaux. En Afrique, c'est différent, on voit les choses très différemment. Donc nous avons créé des clubs de bonté et c'est un succès fou parce que les enfants sont comme tous les enfants du monde. Il suffit de leur montrer le chemin ou de leur expliquer pour qu'ils partent avec vous et ils embarquent dans le même train de la conservation. Vous avez procédé à 2 phases de réintroduction de bonobos dans la nature. Quelles sont les difficultés liées à cette réintroduction? Au départ, je pensais que les problèmes allaient être liés à la réadaptation des bonobos en milieu sauvage. Donc on avait beaucoup préparé ça. J'ai un peu sous-estimé l'intelligence des bonobos pour se réadapter à leur vie sauvage. En fait, ils ont fait ça d'une manière extrêmement naturelle. Ils faisaient des nids dès le 2e jour. Et c'était la fin d'une période très difficile. Tout d'abord, il faut trouver un site complètement adapté, ce qui n'est pas toujours évident. Il y a des populations avec des tabous. On consomme les bonobos ou on ne les consomme pas. Donc déjà, il y a eu toute une sélection à propos du site. Et puis après commence le grand travail avec les populations humaines. C'est-à-dire qu'on ne vient pas comme ça débarquer en leur disant « Est-ce que vous voulez devenir les gardiens des bonobos ?» C'est tout un travail de conservation intégrée, comme on dit. On a des éco-guides, on a des éco-gardes, on fait beaucoup de sensibilisation. Et maintenant, dans la réserve, ça fait environ 2 ans et demi qu'on tient cette réserve avec les Ilungampo, la population qui a la jouissance coutumière de cette forêt. Et maintenant, on voit revenir tous les animaux parce que forcément, quand il n'y a pas de chasse, les animaux sont très intelligents, ils reviennent. On a vu des traces d'éléphants, des léopards, des bandes de singes, cochons sauvages. Donc du coup, maintenant, les populations avoisinantes qui ne sont pas des Ilungampo, parce qu'ils habitent plus au nord, se disent « mais tiens, on est venu nous créer une réserve de chasse ». Donc maintenant, on doit vraiment être très vigilant et entamer une nouvelle période de patrouille anti-braconnage, tout en suivant nos bonobos du nid du matin au nid du soir. C'est ça la difficulté principale, éviter le braconnage une fois la réintroduction dans la nature? Oui, c'est ça. J'ai réintroduit ces bonobos dans un habitat vide, donc, dont la population avait été complètement décimée par la chasse, etc. Donc c'est important de sentir, de toujours avoir à l'œil ce danger qui est permanent, parce qu'évidemment, c'est 20 000 hectares, c'est grand. C'est grand, 20 000 hectares. Et il y a toujours des chasseurs ou des poseurs de pièges qui représentent des dangers. Oui, on est très vigilants. Quelle est la réaction de la population lorsque vous les sollicitez? Comment les gens réagissent? Mais au départ, il y avait beaucoup de doutes. Qu'est-ce qu'elle vient faire comme ça au milieu de nulle part? Parce qu'il faut dire que c'est vraiment au milieu de nulle part. Ce sont des grands espaces de forêt primaire très inondables. Et 2 fois par an, l'eau monte d'1,50 m dans la forêt. Donc c'est des forêts qui ne sont pas vraiment occupées par les populations non plus. Mais ils trouvaient ça étrange de revenir. Et puis quand les bonobos ont été là, alors là, ça a été vraiment la joie de la population qui venait tous les soirs avec les pirogues, parce qu'au début, les bonobos revenaient faire des nids tout près de l'endroit où on les avait relâchés. Ils ont fait ça plusieurs mois. Et alors, ils mettaient leurs pirogues, et il y avait parfois 30 à 40 pirogues sur la rivière, et ils avaient des sourires comme ça à regarder les bonobos. Et maintenant, j'ai un peu un retour
négatif de ça qui fait que je commence un nouveau projet parce que maintenant les bonobos s'enfoncent dans la forêt, ils ne reviennent plus nichés en bordure de la rivière, donc ils m'ont dit tu nous as menti, tu nous as dit que tu nous ramenais les animaux que nos ancêtres disaient qui occupaient nos forêts, maintenant on ne les voit plus. Donc maintenant, avec le ministère de l'Environnement, nous avons pris une très grande île de plusieurs kilomètres de long et nous allons faire un sanctuaire avec des bonobos qui ne pourront jamais être rendus à la forêt parce que mutilés ou ayant subi des traumatismes trop importants. Et on va refaire un sanctuaire pour permettre à tous ces piroguiers et toute cette population de passer devant l'île, de les voir quand ils veulent et donc d'amener ce message de conservation à travers tout ce grand paysage forestier de Maringa Lopori Wamba qui est la zone nord des bonobos du Congo, parce que comme vous le savez, il est unique dans notre pays, il n'y a pas de bonobo ailleurs qu'en RDC, et il est confiné dans le bassin du Congo, limité par le fleuve Congo et la rivière Kasaï au sud. À quel point sont-ils menacés aujourd'hui, les bonobos? Ils sont très très menacés, les bonobos aujourd'hui. Vous savez, on sort d'une période de troubles politiques, et même si on est revenu à la paix depuis près de 10 ans, mais il reste beaucoup de groupes armés, il reste des armes un peu partout. Des braconniers sévissent dans des parcs qui ont été créés spécialement pour les bonobos, comme le parc de la Salonga, nord et sud. Donc il n'y a plus aussi le respect de la loi, donc tant que la sanction ne sera pas supérieure au gain qu'on fait en ne respectant pas la loi, ça sera toujours très compliqué. Le braconnage s'arrête quand on a une épidémie d'Ebola dans le coin. Alors là, on balance par-dessus bord dans les baleinières sur les bateaux qui descendent le fleuve Congo. Là, on balance les sacs de viande boucanée par-dessus bord. Mais sinon, s'il n'y a pas cette peur-là, ben c'est un business. Et vous savez, on ne trouve pas de solution au trafic de viande de brousse. C'est un mélange de plein de choses. Ce n'est pas seulement la pauvreté, c'est la circulation des armes, c'est les démobilisés qui sont dans la forêt, c'est la pauvreté aussi de la population et c'est aussi le fait qu'on peut faire un business tout seul. Si on est courageux, on marche dans la forêt, mais on n'attend pas un investisseur qui viendra donner du travail. Donc c'est difficile, c'est très difficile. C'est difficile, c'est un combat, mais vous restez toutefois optimiste? Non, je ne suis pas optimiste, mais je n'ai pas perdu l'espoir. Est-ce qu'il y a une différence? C'est difficile de croire que ça va s'arrêter. J'ai commencé ce combat, j'irai jusqu'au bout, peut-être parce que je suis une femme de parole, mais il y a parfois des moments où je me dis, c'est comme si je retenais avec les mains un barrage, et puis un jour, on va être obligé de laisser partir les choses. Et je pense que les gens de l'UNESCO qui ont fait des sites de l'humanité sont peut-être des visionnaires. Un jour, il faudra garder vraiment des petits endroits comme ça pour la postérité. Oui, je suis un peu pessimiste, mais je garde espoir. Voilà, disons ça comme ça. Merci beaucoup, Claudine André. C'est moi qui vous remercie.